Attention, cette vidéo n'est pas objective. Elle n'est pas objective. Écoutez mes fidèles amis qui me suivent sur cette chaîne YouTube depuis quelques mois maintenant ou quelques années pour certains, c'est pas très facile de faire des vidéos en ce moment, je suis très fatigué et je dois prendre beaucoup de temps pour moi. Mais vous savez quoi ? Je me suis dit que je pouvais aussi faire des vidéos où je me casse pas trop la tête. On peut aller simple et aujourd'hui on va parler d'un appareil simple. Un appareil qui était d'entrée de gamme dans sa catégorie, qui était assez révolutionnaire au moment où il est sorti et qui est tombé dans les oubliettes. J'ai envie de parler du magnifique et sublime Canon EOS 6D. Lorsque Canon a présenté ce boîtier, c'était leur tout premier appareil photo plein format à prix abordable. Alors abordable, ça restait un appareil qui valait presque 2000 €, mais disons que jusque-là, le plein format n'avait pas tout à fait été accessible en dessous les 3000 €. Quoi qu'il en soit, c'était un boîtier qui était vendu en parallèle du Canon 5D Mark III. Et si le Mark III reste l'appareil supérieur, qui peut aujourd'hui être acheté pour pas beaucoup plus, le 6D est selon moi une excellente option pour débuter. Les personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube depuis longtemps savent que j'ai été pendant longtemps un très grand défenseur des appareils photo APS-C. Parlons vite fait de la taille des capteurs, qu'est-ce que ça veut dire APS-C, qu'est-ce que ça veut dire plein format. Il y a plusieurs standards de taille de capteurs et il y a une raison particulière pour laquelle j'aime beaucoup les appareils plein format. Il y a aussi eu des raisons particulières pour lesquelles j'aimais bien les appareils APS-C par le passé. Mais aujourd'hui, je pense qu'au vu de à quel point le prix des plein format sur le marché d'occasion ont baissé, ça vaut pas la peine de considérer acheter de l'APS-C, sauf si on se lance entièrement dans un système dédié à l'APS-C comme les Fuji X. Un appareil plein format est intéressant puisque la diagonale du capteur fait environ 43 mm. Et pourquoi c'est intéressant ? Eh bien parce que ce 43 mm correspond plus ou moins aussi à la distance de tirage, à savoir la distance entre le capteur et la monture. Sur ce boîtier, vous voyez que le capteur est à 7... Enfin voilà, il est ici quoi, on a la petite marque pour indiquer où se trouve le capteur. La distance entre ici et ici est 44 mm, donc on est presque à la même que la diagonale. Pourquoi c'est intéressant ? Eh bien c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il est très facile pour le constructeur, Canon ici dans ce cas, de créer des objectifs à focale standard. Voilà. Qu'est-ce qu'un objectif à focale standard ? Un objectif à focale standard est un objectif dont la longueur de focale correspond plus ou moins à la diagonale de la surface sensible. Et si cette dernière correspond aussi plus ou moins à la distance de tirage, eh bien l'objectif va être plus facile à construire. Là, je vous ai peut-être perdu encore plus. En gros, tout ça, c'est une question de quelle est votre longueur de focale préférée. Quels sont vos objectifs préférés ? Pour celles et ceux qui me suivent depuis mes anciennes chaînes YouTube, vous savez que j'ai une passion pour les objectifs 50 mm. J'adore la focale 50 mm. J'aime spécifiquement l'angle de vision que me donne un objectif 50 mm qui est très légèrement au-dessus de la focale standard lorsqu'il est monté sur un appareil photo plein format. C'est l'été et il y a une mouche qui me tourne autour. J'espère que vous ne l'entendez pas et que vous ne la voyez pas non plus. Moi qui adore les objectifs 50 mm montés sur des boîtiers plein format, si je veux obtenir le même angle de vision sur un appareil APS-C au micro 4 tiers, je dois utiliser un 35 ou 25 mm respectivement. Et ces objectifs sont souvent plus compliqués à être fabriqués parce qu'ils sont plus proches ils ont besoin d'être plus proches du capteur et ça les rend soit plus chers, soit moins lumineux. En l'occurrence, un 35 mm qui peut être monté sur mon Canon Reflex APS-C, le moins cher c'est le 35 f2 et il est quand même 350 balles d'occasion, ce qui est relativement plus cher qu'un 50 mm 1.4 qui est donc 2 fois plus lumineux. Et c'est pour ça que j'aime autant les appareils plein format. Parce que un 50 mm sur un plein format, c'est un 50 mm. Et vu que les 50 mm sont faciles à trouver, sont accessibles et de bonne qualité, eh bien, je peux me contenter d'un boîtier comme celui-ci et d'un 50 mm et ça fait tout ce que je veux. Franchement, si je ne pouvais n'avoir qu'un seul objectif, ce ne serait pas un 24-70, ce ne serait pas un 24-105, non, ce serait bel et bien un 50 mm lumineux. Et ici, monté sur mon 6D, j'ai mon 50 mm 1.4 Canon
qui n'est pas considéré comme un 50 mm très haut de gamme. Je l'ai payé 120 francs, je crois. Le boîtier, je l'ai payé 300 francs suisses. Donc on est sur un total de 420 francs ou à peu près 400 euros. Et c'est honnêtement un setup qui fait tout mon bonheur. Par rapport à un 5D Mark III, le 6D a quelques petits avantages. Il est plus petit et plus léger. Niveau qualité d'image, le 6D va nécessiter que vous exposiez les photos correctement. Il ne faut pas espérer rattraper une photo complètement ratée parce que les fichiers sont pas du tout autant malléables que des boîtiers d'aujourd'hui ou que même ce que Nikon et Sony faisaient à l'époque, hein, qui ont toujours été un petit peu supérieurs de ce côté-là. Mais disons que si vous exposez correctement, on peut honnêtement s'en sortir avec ce boîtier sur des fichiers qui sont bien plus que satisfaisants. Pour tout type d'utilisation, que ce soit de l'image digitale, voilà, poster sur les réseaux sociaux, imprimer des formats qui sont même plutôt grands, honnêtement. J'ai eu travaillé avec... C'est un des boîtiers principaux que j'utilisais en studio quand j'étais en école de photo et quand j'ai bossé avec des photographes. Pour 2000 €, on était non pas sur de l'entrée de gamme, mais on était sur effectivement le boîtier plein format le moins cher du marché à ce moment-là. Et de ce fait, il manque un certain nombre de fonctionnalités. Le système d'autofocus est un petit peu basique. Mais personnellement je trouve qu'il fait le café, hein, ça va très bien. Les fonctionnalités vidéo du 6D, ça commence un peu à être dépassé, mais je vais être sincère, à tous les coups je préférais quand même faire et regarder une vidéo qui a été tournée avec un 6D qu'une vidéo tournée avec un smartphone. Quoique avec le log sur les nouveaux iPhones, là, Apple ils s'en sortent vraiment très bien. C'est un appareil photo, hein. Utilisons-le pour faire des photos. D'ailleurs, voici quelques petits exemples d'images de photos prises avec ce boîtier 6D. Et cet objectif, le 50 mm 1.4, que vous pourrez trouver en combinaison pour à peu près 400 à 450 € et qui est selon moi une bien meilleure option pour débuter que n'importe quel appareil qu'on vous propose pour débuter à la Fnac ou... voilà. À l'époque des appareils photo réflex chez Canon et Nikon, on utilisait la même monture pour les boîtiers APS-C et les boîtiers plein format, et ça c'est une grosse erreur, parce que ça fait qu'on a très rarement eu des objectifs spécifiquement optimisés pour l'APS-C, et quand les objectifs sont pas optimisés pour l'APS-C mais plutôt pour le plein format, et que vous les utilisez sur des appareils APS-C, vous utilisez qu'une petite portion centrale, et c'est vraiment dommage, parce qu'on ne profite pas de la qualité maximum qu'on pourrait théoriquement obtenir avec de tels boîtiers, et en plus ces objectifs plein format ils coûtent cher. Donc je trouve que c'est vraiment cool qu'aujourd'hui un boîtier plein format soit autant abordable, 300 € d'occasion, 450 € pour un 5D Mark III qui est un petit peu supérieur sur plusieurs points. Moi comme je vous ai dit, j'achète ça tous les jours, plutôt qu'un boîtier d'entrée de gamme réflexe ou hybride aujourd'hui. Et je pense que niveau photo, les boîtiers plein format ont toujours été environ un diaph meilleur en basse lumière que les APS-C. Et puis si on compare les appareils des débuts des années 2010 avec les appareils du début des années 2020, on est aussi à peu près un diaph et demi meilleur. Donc ce boîtier qui a beau avoir déjà 12 ans, on est sur une qualité d'image qui est pas tant que ça inférieure à ce qu'on fait dans l'entrée de gamme aujourd'hui. Je pense même qu'on est assez proche. Ça pourrait être une expérience, hein. Si quelqu'un qui habite en Suisse a un appareil d'entrée de gamme d'aujourd'hui et qu'il est d'accord de me le prêter pour que je fasse des tests, que je le compare avec un boîtier comme ça pourrait faire une vidéo très intéressante. Moi je pense sincèrement que acheter du milieu haut de gamme d'occasion, c'est plus intéressant que d'acheter de l'entrée de gamme, même si c'est neuf et si c'est d'aujourd'hui. Et cet appareil en est la preuve. C'est un réflexe. On aime ou on n'aime pas les réflexes. Je suis très heureux de faire des photos avec un boîtier comme celui-ci. Les hybrides du début des années 2010, je recommande pas. Pas vraiment. Si vous voulez faire dans le plein format et pas cher, vous pouvez vous trouver le premier Sony A7. Mais c'est assez particulier comme utilisation. Et je suis pas sûr que je recommande. Même si j'ai fait ça à plusieurs reprises. C'est un style. C'est un style. C'est assez cool. Si vous avez comme ambition de shooter des optiques vintage d'époque de l'argentique sur du numérique, hein, chose qui est plus difficile à faire avec un réflexe. Mais ouais,
Moi, à tous les coups, je préfère un boîtier comme celui-ci à un hybride actuel. Désolé. Et puis celui-ci est même parfaitement compétent, honnêtement. Hein. Disons-le. Merci beaucoup au plein format d'être ce qu'il est. Merci beaucoup aux 50 mm d'être ce qu'ils sont. Fuji, avec vos objectifs APS-C et vos boîtiers APS-C, vous êtes, selon moi, la marque qui crée le mieux l'harmonie entre l'objectif et le boîtier. Ça réussit plutôt bien avec les Fuji X. Maintenant, moi, je veux plus de 33 et de 35 mm abordables. Je crois que vous avez un 35 mm f2 d'entrée de gamme qui est peut-être que 200 €. Mais honnêtement, moi, je veux l'équivalent du 51.8 Canon qui coûte 100 €. Parce que c'est une optique qui est vraiment très correcte. Et 1.8 en plein format, ça fait quand même pas mal plus de flou. Et souvent de meilleures photos en basse lumière que du f2 en APS-C, que même du 1.8 en APS-C, que même du 1.4 en APS-C. Donc Fuji, on veut du 33 mm qui ouvre lumineux, on veut des objectifs compacts, on veut des objectifs pas chers. Et pour l'instant, vous n'avez pas réussi à faire tout ça comme le réussissent Canon. Et maintenant que les boîtiers plein format Canon sont autant peu chers, il y a vraiment de quoi s'amuser. Mais je pense qu'il faut qu'on en parle, parce que genre personne n'en parle, mais en fait je pense que on a trop poussé en avant les progrès techniques. On est allé trop loin. Je pense que c'est le même cas avec genre les iPhones et les ordinateurs, où genre le gain de performance entre un appareil de 2012 et un appareil de 2022, c'est pas uniquement l'évolution technologique, mais c'est aussi le marché qui nous a forcé à acheter des boîtiers plus chers. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend un Canon R5 et qu'on le compare à un Canon 5D Mark IV, qui sont censés être des boîtiers plus ou moins équivalents mais à des époques différentes, le R5 est supérieur sur plein de choses. Mais pour pouvoir être autant supérieur au 5D Mark IV qu'il l'est, il a dû être pas mal inférieur sur d'autres domaines. Typiquement, la construction du boîtier, le R5 est un peu... Je veux dire, quand on met un objectif lourd dessus, il craque. J'ai vu des horreurs sur les forums Canon avec des gens qui avaient le 28-70 qui est très lourd et la monture qui pète. Et ça, c'est tout des choses qu'on a perdues parce que le progrès technologique n'allait pas aussi vite que ce que les marques ont tenté de nous faire croire. Avec l'évolution, on a baissé en gamme au niveau de plusieurs fonctionnalités pour monter en gamme d'autres. Ah voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Et moi, je cherche un retour à la base, un retour à la photographie. Et ce genre de boîtier, c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà. Et moi, je suis heureux avec ça. Et je l'ai pas payé des milliers des cents. Oui, des cents, oui, mais pas des mille. C'était une vidéo plus courte et plus simple. Parfait pour boucher un peu le trou sur la chaîne YouTube en attendant que je prépare d'autres choses et que j'ai de nouveau de l'énergie, du temps et de la motivation pour faire des vidéos plus sympas. En attendant, je vous remercie infiniment. Passez un très très bon été. Hydratez-vous, mais alors vraiment, parce qu'il va faire très chaud, je pense. Et j'espère que vous l'avez entendu, il y a un orage qui se prépare. Petite tempête, post-canicule. On est en juin, on est même le 25 juin, et typiquement le 25 juin, c'est la période de l'année où on se tape le plus gros orage de l'année, où ensuite toute la ville est inondée. Et j'attends que ça. Je me prépare des pop-corn et je regarde à la fenêtre du haut de mon 3e étage. Ces inondations ne me toucheront pas. En plus, ma cave est vide, donc si ma cave est inondée, j'en ai rien à foutre.